pour ce deuxième temps de la matinée, nous sommes finalement très loin du premier temps. Très loin parce qu'on est en Ardèche et est ici avec nous le maire de Beaumont, qui est aussi le maître d'ouvrage du projet. Et puis, loin aussi, quelque part, car l'idée était celle de faire un projet social. Je peux utiliser le terme logement social, vous allez y revenir tous les deux. Et pour faire ça, il fallait quelque part que la mairie, la collectivité s'invente un rôle qui n'est pas habituel, celui de bailleur, et on va y revenir. Et surtout, il fallait faire d'une manière différente, d'où l'appel à l'atelier construire. Patrick Bouchin et il y avait Loïc Julienne aussi impliqués dans le projet. Projet original aussi, car il a été accompagné par la Fondation de France, le programme des nouveaux commanditaires, ce qui impliquait quelque part d'être dans une vraie problématique sociale, artistique, qui était contemporaine en 2013. Si la date n'est pas bonne, vous allez développer, vous allez... On compte plus, d'accord. Voilà, c'est ça. Et effectivement, on l'a dit tout à l'heure, en effet, ce qui est intéressant, c'est diversifier les acteurs. Là, je reprends mot à mot Patrick Bouchin. Donc là, c'était vraiment réussi. En plus, il y a quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé, Bendicht a introduit la chair. Peut-être on n'a pas souligné une chose, il y a le terme faire et fabriquer dans la chair, c'est des choses qui nous intéressent. Et dans cette construction, il y a eu une part très importante dans l'autoconstruction qui était faite par les habitants, qui se sont inventés quelque part cette nouvelle compétence. Et ce cas d'école n'est pas, n'est pas resté exceptionnel, car cette démarche a pu se poursuivre. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est d'avoir 3 temps pour parcourir ça, où donc à la fois Pascal et Patrick vont prendre la parole pour d'abord, dans un premier temps, resituer quelle était la situation de la commande, le besoin, et puis la réponse. Dans un deuxième temps, comment ça s'est déroulé, cette phase de construction et avec qui ça s'est fait. Et puis, peut-être, on aura un troisième temps pour dire pourquoi ce n'est pas resté quelque chose d'exceptionnel, mais justement, c'est là où on peut se poser la question si on va y revenir tout à l'heure, si on peut encore aujourd'hui dénormer tout en restant dans des normes et donc arriver à inventer des nouveaux modèles. Donc là, je laisse la parole peut-être à Pascal. Bonjour. Alors pour vous situer, Beaumont c'est une petite commune rurale, très rurale même, qui se trouve dans le sud de l'Ardèche, dans la partie encore Cévennes, donc c'est dans les Cévennes d'Ardèche. Les différents hameaux s'étalent entre 200 mètres et 600 mètres d'altitude. C'est une commune qui en 1850 comptait 1300 habitants et en 1970 il n'y en avait plus que 170. Depuis, ça a remonté, ça remonte même de plus en plus ces dernières années. On est actuellement à 260 habitants. Donc les nouveaux arrivants, ça a été longtemps, on retrouve mai 68, ça a été la vague de retour à la terre d'après mai 68, dont je fus. Et on a toujours actuellement beaucoup de jeunes urbains qui veulent revenir vivre dans le monde rural. Et la difficulté, c'est que nous, quand on est arrivé, les néo-ruraux d'après mai 68, il y avait des tas de maisons en ruine, des terres abandonnées, donc c'était facile d'acheter pour une bouchée de pain de quoi habiter. Mais aujourd'hui, avec le tourisme, nos maisons sont très prisées, toutes les maisons ont été retapées. Et pour vous donner une idée, sur la commune de Beaumont, à peu près la moitié des maisons sont des résidences secondaires.
Donc, il y a pas mal de ces résidents secondaires qui viennent passer leur retraite à Beaumont, donc du coup ça devient des résidents permanents. Mais la difficulté, c'est que les jeunes qui veulent venir à Beaumont, il n'y a plus de possibilité parce que les maisons se vendent trop cher et qu'il n'y a pas de ruines à retaper. Donc nous, la municipalité, on s'est dit, si on veut accueillir des jeunes pour que la population, pour arrêter le vieillissement de la population, pour maintenir notre école, parce qu'on a la chance d'avoir encore notre petite école communale, il faut qu'on accueille des jeunes, il faut qu'on construise du logement locatif, sachant qu'en plus, il n'y a pratiquement pas de locatif privé, puisque tous ceux qui ont des logements, ils en font des gîtes pour louer pour les touristes et non pas du logement à l'année. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse des logements. On avait déjà aménagé les anciennes écoles de hameaux, on avait déjà racheté une ruine pour y faire des logements, et puis on s'est dit, il faut passer à une autre étape qui est de construire du neuf. Et donc c'est là qu'on a eu la chance de rencontrer la médiatrice de la Fondation de France pour ce programme Nouveau Commanditaire qui nous a mis en relation avec Patrick Bouchin. Donc on a tout de suite senti qu'on était bien dans la même, dans le même état d'esprit. Et donc aujourd'hui on appellerait ça un éco-hameau, mais enfin nous, contrairement à tout à l'heure, là, nous le côté éco c'était tellement évident que c'était même pas la peine d'en parler. Et donc il y avait pour nous, plus important, là où on voulait innover, c'est dans justement ce côté social, ce côté un peu participatif, un peu communautaire, qui venait peut-être un peu aussi de nos origines d'après 68. Et donc voilà, on a commencé à travailler avec Patrick Bouchin et Loïc Julienne. Et bon, Patrick, nous on n'y avait pas pensé, mais lui a dit, moi quand je construis pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire des logements comme ça, entre nous, la mairie et l'architecte, et puis après dire aux gens, allez habiter là-dedans, et c'est comme ça que c'est à prendre ou à laisser. Et bon, nous, on n'y avait pas pensé, mais ça nous a paru tout de suite évident. C'est vrai que quand quelqu'un qui a les moyens se fait construire sa maison, il prend un architecte, et c'est bien lui qui dit à l'architecte, ma maison, je la veux comme ça, la cuisine, je la veux là. Bon. Et donc, pourquoi des habitants d'un logement social n'auraient pas la même possibilité? Je parle de logement social parce que nous, alors ça a été évoqué, on a commencé au tout début, avant même d'avoir la Fondation de France, on a été voir les offices HLM, puisque normalement c'est leur rôle de construire des logements sociaux pour les communes. Mais les offices HLM, ça ne les intéresse pas de construire des logements dans le monde rural, dans les campagnes, parce que c'est trop loin pour l'entretien, il y a un risque de vacances, enfin bon, voilà, ça ne se fait pas. Donc on s'est dit, si on veut faire des logements, on va les faire nous-mêmes. Bon, on a su après que ça ne se faisait pas, enfin que très peu de communes l'ont fait, je ne sais même pas s'il y a des communes qui l'ont fait. Bon, enfin nous, on s'est dit, on le fait, et puis voilà. C'est un peu comme la définition de l'utopie que j'aime beaucoup. L'utopie, c'est ce qu'on arrive à faire parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. Voilà, on l'a fait. Et donc, logement social aussi, de toute façon, on y était obligé techniquement, enfin financièrement, parce que le fait d'avoir un agrément logement social, ça permet d'avoir la TVA à 5% au lieu de 20%, donc c'est déjà une belle économie. Ça permet d'avoir une petite subvention de l'État, qui est à peine le montant de la TVA, c'est-à-dire que l'État il ne met pas un centime dans le logement social, ça il faut que personne ne le sait. Et surtout d'avoir des subventions de la région, du département, et puis les prêts bonifiés de la Caisse des dépôts. Donc voilà, de toute façon, nous, il fallait agrément logement social. On a eu beaucoup de mal à l'obtenir parce que pour les services de l'État, on ne fait pas du logement social à la campagne. C'est pas dans leur mentalité. De toute façon, pour l'État, en ce moment, le monde rural, il n'existe pas. Ça, c'est clair. Nous, on le ressent vraiment. Et donc, on a eu beaucoup de mal à avoir cet agrément logement social. Mais bon, on a fini par y arriver. On a eu, je passe toutes les obstacles qu'on a eus pour avoir le permis de construire, pour avoir les financements, pour avoir l'emprunt. Enfin bon, il a fallu la caution du département, enfin des tas de choses qui n'étaient pas prévues, puisque c'était une démarche nouvelle, qu'une commune fasse un projet comme ça. Donc il a fallu tout essuyer les plâtres. Et donc voilà, on est parti avec l'idée de lancer un appel à candidature en disant à des gens, on va faire des logements et qui seront faits dans 2 ans.
Et donc, on aimerait bien que les gens qui s'intéressent, qui se déclarent, qui se mobilisent et qui ils pourront travailler avec l'architecte pour concevoir l'aménagement intérieur de leur maison, hein, sachant que le gros œuvre, lui, était défini pour qu'il soit le même pour toutes les maisons, sinon ça revenait trop cher de faire c'était pas des maisons particulières. Mais chacun pouvait choisir l'aménagement intérieur de sa maison, pouvait choisir l'orientation de sa maison sur le terrain, en fonction du sud, du sud-est, du paysage, choisir la couleur de la toiture, et puis donc il y avait aussi cette dimension de participer au chantier, parce que bon, tous les jeunes qui viennent habiter à la campagne, ils ont tous plus ou moins des compétences, ils savent faire un peu de maçonnerie, il y a un menuisier, ceci, cela. Donc voilà, il y a tout un côté participation au chantier et à la fabrication du logement. Et en même temps, on a initié, nous, la commune, une espèce d'animation de ce groupe de futurs habitants pour les faire travailler ensemble sur une espèce de charte du comment on va vivre ensemble dans ce lieu, comment on va s'intégrer à la vie de la commune. Et voilà, pour nous, c'était important. Alors, bon, il faut dire que ça s'est bien passé au début. Et effectivement, les futurs habitants ont travaillé avec l'architecte pour concevoir leur logement. Donc c'était Loïc qui s'occupait de ça. Et alors il faut savoir que quand même que pour l'architecte, ça a été évoqué, c'est beaucoup plus de travail. Hein, parce que c'est, comme disait Bernard Colt, c'est plus facile dans son bureau, devant l'ordinateur, de faire les plans de la maison et dire ben voilà, c'est comme ça. Alors que là, à chaque fois qu'ils venaient, les habitants, ils se disaient oh ben j'aimerais bien changer ça. Finalement, on voudrait l'escalier là plutôt que là. Enfin bon, voilà, c'était beaucoup de travail en plus. Mais bon, en même temps, c'était assez enrichissant. Alors, bon, là, je dois dire tout de suite qu'on a un petit peu échoué dans notre démarche. D'abord parce qu'on a dit aux futurs habitants, vous aurez un logement dans 2 ans. Et finalement, vu tous les problèmes qu'on a eus, administratifs, financiers, etc., ça a été plutôt 4 et demi. Donc il y en a entre-temps qui se sont lassés, qui avaient trouvé autre chose, des couples qui se sont séparés, enfin bon, un peu comme tout à l'heure. Et donc finalement, au bout du compte, c'est pas tous ceux qui étaient là au départ qui ont habité les logements. Et il y a des logements donc, qui ont été conçus par des habitants, et c'est pas eux qui ont habité le logement. Mais bon, c'est quand même resté un peu dans l'idée donc finalement, on n'a pas complètement échoué. Puis on avait peut-être aussi un peu fait l'erreur de dire à ces futurs habitants, ben voilà, vous allez pouvoir décider de comment va être votre maison. Et on n'avait pas assez cadré. C'est-à-dire que, notamment, il y en a eu un dans le groupe qui s'imaginait qu'il allait réaliser la maison 100% écolo de ses rêves. Donc, il voulait, par exemple, comme couverture, des tavaillons. C'était pas dans les moyens logement social. Il voulait que tous les circuits électriques soient gainés pour qu'il n'y ait pas d'ondes magnétiques. Enfin bon. Et on n'a pas assez cadré que les choix qui leur étaient laissés et ceux qui ne pouvaient pas choisir, sachant que voilà, le logement social, c'est quand même, on ne pouvait pas faire des logements trop chers. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là et puis laisser la parole à Patrick. Hein bon, enfin, pour dire, donc on a construit 6 maisons que vous allez voir. C'était 3. Voilà. Alors, effectivement, peut-être en 2 temps, parce que je réagis tout de suite. Ce qui est très intéressant de ce qui vient d'être dit, c'est quand même volonté de faire du logement social. En même temps, à la fois la contrainte, être un petit bailleur. Alors, je le rappelle, même s'il n'y a que des architectes, donc tout le monde le sait, petit bailleur, techniquement, c'est construire moins de 12 000 logements. Donc là, c'est sûr que c'est pratiquement, je le dis, voilà, c'est minuscule, c'est infime. Donc c'est pas concevable, mais malgré tout, il y a quelque chose de fondamental, et puis je te laisse la parole, je promets, c'est le fait de comment on peut faire quelque part presque du sur-mesure avec tout le confort qu'on a vu et la possibilité d'être en interaction, tout en étant dans les contraintes du social. Et donc, ça demande peut-être à réfléchir aussi à comment
on peut réinventer le modèle du logement social et comment peut-être il faut sortir du terme standard, encore plus que la norme. Donc je te passe la parole peut-être pour dire comment tu es arrivé, pour rappeler, comme ça on fera en même temps une sorte de généalogie du projet, comment tu es arrivé là-dedans et quelque part quel a été le moteur, la chose qui t'a donné envie de rester dans le projet et le porter. Alors, la première, c'est parce que, voilà, moi, je travaillais avec les nouveaux commanditaires à la Fondation de France, dont le principe des nouveaux commanditaires, c'est est-ce qu'on peut avoir, dans une société démocratique, un petit commanditaire. Parce que très souvent, le commanditaire est un commanditaire qui a le pouvoir et qui appartient à une institution ou à une administration. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir donc un petit commanditaire? Qu'est-ce que l'habitant peut être un commanditaire? Donc si on parle de participation, c'est en effet, c'est pas être son propre commanditaire, c'est-à-dire de dire puisque je ne peux pas agir sur la société, en fin de compte, je fais ma micro-société, enfin mon micro-modèle, et je me satisfais de manière égoïste en ne faisant que pour moi. Donc est-ce que je peux être un petit commanditaire pour l'intérêt général? Donc j'ai aidé les nouveaux commanditaires à réaliser des opérations qui étaient plutôt des opérations de l'ordre du paysage ou de la commande publique artistique sur le domaine public. Et là, les nouveaux commanditaires voulaient aller un peu plus loin et de voir s'il pouvait y avoir peut-être l'art au service du social. Et donc la personne qui est donc médiatrice pour les nouveaux commanditaires sur le territoire dans le sud-est, donc Valérie Cudel, avait pensé donc de mettre en rapport la commune avec un artiste qui pourrait éventuellement aider à la formulation d'un logement dénormé. Parce que, comme vous le savez, l'art ne subit pas les mêmes contraintes que tout autre. Quoi. Voilà. Moi, j'ai donc réalisé beaucoup d'œuvres d'art. Et donc, mettons l'œuvre la plus emblématique, qui est donc les 2 plateaux pour Daniel Buren au Palais Royal. J'ai obtenu qu'elle soit ni une architecture, ni un espace public, ni une œuvre, mais qu'elle soit, en fin de compte, un objet construit dans l'espace public dont cet objet ne pourrait être jugé que fini. C'est rentré dans le droit français, si vous voulez. Donc on ne peut juger une œuvre que quand elle est terminée. Alors si on ne peut la juger que quand elle est terminée, on ne peut pas la juger a priori, et ne pouvant pas la juger a priori, on a donc la liberté pendant qu'on la fait. Et donc on voulait faire une expérience, peut-on faire un logement social comme ça? Vous voyez l'utopie que c'était. Alors Valérie Cudel avait pensé à un artiste pour lequel j'avais travaillé, Vito Acconci, et donc voilà, il habite New York. Ouais, donc aller de New York à Paris pour aller après à Beaumont et ainsi de suite, à un moment donné on s'est rendu compte qu'il y avait une disproportion entre l'artiste et le sujet. Et donc, d'ailleurs, Vito avait suggéré que je sois son assistant. Puis après, au bout d'un certain temps, il a dit pourquoi tu ne le ferais pas directement? Et comme moi, ça fait très longtemps que je veux démontrer que la République n'est pas au sens égalitaire, mais qu'il n'y a pas une égalité ou une solidarité identique sur tout le territoire, et que le 1/36 millième, puisque la France a 36 000 communes, enfin à peu près, le 1/36 millième est un petit commanditaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir donc une petite commune comme Beaumont, donc, qui est commanditaire. Donc est-ce que la commune de Beaumont pourrait être le 1/36 millième de la démocratie et voir si elle a les capacités d'atteindre les mêmes moyens qu'atteindrait un autre 1/36 millième, mais qui serait une commune de plusieurs millions d'habitants. Et donc Pascal l'a décrit, tout ce qui est fait pour les autres n'est pas fait pour une petite commune. Mais tout, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la liste, rien ne marche. Vous voyez. Même, on pourrait dire presque même, vous voyez comment les subventions sont données, les délais de paiement, le contrôle de légalité, enfin rien n'est identique entre une commune de grande taille et une petite commune. Et en plus, la commune de petite taille, elle est tenue démocratiquement par quelqu'un qui le fait bénévolement. Parce que, disons, la rémunération, ou disons, je sais pas, je ne peux même pas ce que tu touches, mais ça ne paye même pas l'essence que Pascal dépense pour assurer sa fonction de maire. Il y a un demi-emploi, vous voyez, dans une commune
de cette taille-là. Donc rien ne marche. Alors moi je voulais me taper en effet le logement social, parce qu'il y en a ras-le-bol de tout le temps dire voilà, logement social, on peut le dénormer. Alors là il y a moyen de le dénormer puisqu'on ne peut pas le faire, puisque aucun organisme qui est fait pour ne veut le faire. Quel est l'architecte? Et je rends un hommage vraiment à Bernard, parce qu'il a été mon modèle comme Lucien Kroll. Quel est l'architecte qui s'intéresserait à construire 3 logements sociaux et quel est le maire qui, en fin de compte, accepterait de prendre le risque d'être lui-même maître d'ouvrage donc pour le produire, ce logement, et gestionnaire de l'objet qu'il a construit? Parce que c'est magnifique. Vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui dit « Je dois donc loger sur ma commune et il faut que je fasse attention à qui je vais loger, pour qui je vais construire et qui je vais loger, et je ne vais pas faire comme les logements Castor, où en fin de compte on donnait de l'argent aux futurs habitants, et c'était en fin de compte une façon de se défausser sur la construction du logement social, en disant en plus du travail que tu produis pendant tes vacances, pendant tes week-ends, tu vas construire ton logement, mais c'est dire en fin de compte je vais me servir d'une population qui va m'aider à construire un logement social sans pour autant en être l'occupant. Oui, un retournement complet. Parce qu'il n'y a pas d'architecture sans un auteur qui est du même niveau social que le futur occupant. Et il faut qu'il y ait une trace d'un concepteur qui pourrait être en effet quelqu'un qui aurait un idéal d'être logé, mais il ne le fait pas pour lui, il ne le fait pas pour égoïstement, il le fait pour l'intérêt général. Et le fait qu'on ait échoué, comme dit Pascal, il a raison de dire parce qu'on a échoué, mais toute expérimentation a des échecs, des voies et tout, mais on a retourné l'échec de manière positive en disant, en fin de compte, celui pour lequel on avait pensé que, eh ben c'est pas pour lui, mais lui, il a été l'élément de programme. Et lui-même, d'ailleurs, il a construit une partie du logement social, parce que jamais on ne fait ça. Vous vous rendez compte que, plutôt que d'avoir des chômeurs qui ne peuvent pas accéder au logement social, on ferait mieux d'avoir des constructeurs de logements qui construiraient des logements pour les autres, quand même, ça serait mieux. Voilà. Et quand on dit c'est faux, il n'y a que les bobos qui savent autoconstruire, s'organiser, machin et tout, c'est faux. Qui construit nos logements sociaux par milliers? Ce sont justement ceux qui n'ont pas de logement. À chaque fois que je fais un chantier, je pose la question, où habites-tu? En général, ils habitent un foyer, ils habitent un logement privé, un marchand de sommeil, et ainsi de suite. Donc ceux qui construisent même les logements sociaux que l'on critique dans les grandes communes n'accèdent pas toujours au logement social. On pourrait avoir donc là, on appelle ça, je ne sais pas quoi, une richesse, enfin, voilà, qui pourrait dire qu'on construirait, et en construisant, on se reconstruit ou on se construit, et en construisant, on fait la société qui est donc représentée par son élu. Voilà, c'est tout. C'est ça l'autorité. Elle est représentée parce qu'on l'a élu. Il a donc autorité pour parler au nom des autres, mais en effet, il remet en cause tous les 6 ans son mandat. Alors, cette expérience-là, quand moi je l'ai commencée, bon, je la voyais, si vous voulez, mais jamais je n'aurais pensé qu'on tiendrait. Parce que je savais bien que, voilà, c'est une utopie irréaliste. Et alors, voilà, Pascal en est l'auteur de la constance pour le faire, mais ce qui est formidable, c'est qu'il en a fait un travail du conseil municipal. Et donc, il en a fait un outil, vous voyez, de passer à l'acte, de gérer une commune, quoi. Et donc, même, vous voyez, discuter des loyers, de la vacance, de l'écologie, tout ça, ça a été pour moi une très grande expérience. C'est sûr que construire 3 logements en 10 ans, à peu près, on a mis à peu près ce temps-là, quoi, voilà. En 9 ans, peu importe, on est devenus amis. Moi, c'est comme si j'avais presque fait un doctorat de fin de vie, quoi, voilà, j'ai découvert tout ce que j'avais jamais compris avant. Pascal a fait la fin de son mandat, enfin, d'un de ses mandats, il a pu passer, parce que ce travail-là a donné envie à d'autres d'avoir une fonction élective. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que c'est plus qu'un logement social. Et même, on a fait exprès, vous voyez, vous avez vu le modèle, c'était un terrain, c'est une châtaigneraie, est-ce qu'on peut construire dans une châtaigneraie? On est dans un parc naturel régional, est-ce qu'on peut construire dans un parc? C'est-à-dire qu'on a tout le temps mis à l'épreuve la norme et le confort de la norme, et des fois la connerie de la norme, quoi. Et on a même jusqu'à, vous vous rendez compte, quelqu'un qui a redécouvert son métier,
quand il a vu le charpentier arriver et qu'il avait cette formation, il ne le faisait pas, il a été embauché, puisqu'on n'a pas forcé, vous voyez, c'est ce qu'on appelait les contrats d'insertion sociale, mais gentiment, on a demandé à l'entreprise, est-ce qu'elle ne pouvait pas embaucher quelqu'un? Elle l'a embauché. Cette personne a retrouvé le goût de reprendre son métier. Et cette personne, elle a même fait dans son logement social son atelier de menuiserie. Vous voyez, donc, est-ce qu'il y a un logement social dans lequel on peut travailler? Non. On ne peut travailler dans un logement social que si on fait du digital. Voilà, si on est assis sur son cul et qu'on tape avec 2 doigts. Mais on ne peut pas faire dans un logement social. On ne peut pas être menuisier, on ne peut pas être couturier, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas être un autre entrepreneur artisan dans son logement social. Immédiatement, on est viré. Donc c'est pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, on a eu ça. Et alors, on n'en a fait que 3. Et donc, ça va être le sujet suivant. D'un seul coup, ceux qui avant avaient eu envie de nous soutenir et qui sont partis parce qu'ils sont séparés ou parce que c'était trop long, en voyant se faire les choses, ont eu envie de revenir. Donc on a créé, vous voyez, dans le temps long, l'hésitation, le retour, le changement de vie. C'est comme ça qu'on doit faire de l'architecture, c'est comme ça qu'on doit faire de la ville, et c'est peut-être par le petit qu'on fera basculer, on l'espère encore, mon cher Pascal, le grand. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a été comme discussion, y compris avec Jean-Jacques Terran, parce qu'on l'avait comme président, et on tient des discours sur l'écologie, on est en assemblée, et tout, puis alors on ne prend pas sa bagnole pour faire 100 km pour aller voir un maire qui défend un point de vue écologique qui passe à l'acte. Et donc, ça a été beau sur tous les points de vue, quoi. Les repas qu'on a faits, la charcuterie qu'on a mangée, l'autoconstruction qu'on a faite. Et pour revenir sur le modèle de Buisson-Saint-Louis, il y avait parmi eux un polytechnicien. Parce qu'il y avait un polytechnicien en 68 qui est allé faire son stage à l'école polytechnique. Quand il a vu ça, il a dit « je ne ferai plus jamais ce métier ». Il est rentré dans le social. Et donc, ce polytechnicien était un élu et il a pris sa fonction d'accompagner quand même sur des sujets techniques en tant qu'habitant de Beaumont. Vous voyez, donc il faut tout le temps regarder la vie telle qu'elle est. L'instituteur, Pascal, il a un instituteur qui est à mi-temps parce qu'il fait de l'agriculture et il est instituteur. Donc on avait 2 instituteurs et on a fait des ateliers de construction avec 2 instituteurs. C'est un tout autre rapport, les jardins, la nature et tout. Et je pense qu'en effet, c'est un cas d'école qui est dans le droit commun, qui n'est pas du tout en dehors de la réglementation, et qui interroge même la non-application du droit commun de manière républicaine. Alors, bon. Peut-être... Oui. Alors, je vais peut-être, comme on a encore quelques minutes sur cet aspect, effectivement, au moment de la fabrication, peut-être avoir quelques précisions, parce que, certes, c'est un cas exemplaire, mais, je le dis, l'histoire de ces cas un peu significatifs, vraiment, dans la démarche, quelque part, cette histoire-là n'est pas faite, donc c'est intéressant peut-être de vous entendre. En effet, je me demande comment les différentes, par exemple, les entreprises, donc Cénoman, comment sont arrivées là-dedans, comment, par exemple, est-ce que vous avez souvenir de comment les habitants ont été associés à ça? Parce qu'effectivement, il y a, je ne sais pas si c'est la même personne dont tu parles, quelqu'un qui était élagueur et qui du coup, c'est ça, voilà, c'est bien là, et qui donc c'est bien retrouvé dans le travail du bois, parce que effectivement il y a un engagement, on va dire militant, ça on l'a compris, on le sent, mais après comment on fait pour, quelque part, faire le projet. Parce que je dis juste une autre chose. Comme le dit une autre architecte, Sophie Ricard, il faut surtout pas tout dessiner du projet. Par contre, bon, quand le projet, on le démarre, il faut quand même avoir quelque chose qui existe et puis avoir les entreprises qui le réalisent. Donc, comment ça s'est fait? Est-ce que vous voulez... Il faut, Pascal, que tu répondes sur l'attribution. Parce que le logement social, c'est un cauchemar. Soi-disant pour être démocratique, vous voyez, on inscrit sur une liste et puis on nous attribue le logement et on ne le choisit pas. Et donc on peut ne pas aimer alors on attend un logement, on ne peut ne pas l'aimer. Mais si en effet
on l'attribue en connaissant la personne, on dit c'est du clientélisme. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc là, ils ont inventé ce rapport, ils ont trouvé comment être. Prends le micro s'il te plaît, parce que sinon ce ne sera pas enregistré. Tant mieux. Mais c'est Pascal. Oui. Voilà. Il y a ça et l'entreprise. Oui, alors pour ce qui est de la population, c'était dans nos pratiques. On a de toute façon tout de suite associé la population en disant voilà, on va construire des logements au Blas. On a fait des réunions publiques et où Patrick est venu. On a commencé au fur et à mesure que le projet avançait. On en a fait, je crois, 3 pour montrer un peu ce que c'était. Bon, au début, on a eu quelques opposants à l'idée de logement social, parce que pour eux, logement social, c'était ils vont nous taguer nos voitures. Il y en a même un qui a dit ils vont nous violer mes filles. Enfin, bon, le logement social, c'était des cas sociaux. Bon, quand ils ont vu arriver les jeunes bien gentils qu'il y avait là, ça s'est calmé. Mais bon, voilà, on a dès le départ associé la population. Et puis, il y avait aussi le côté que les réunions de chantier, ça c'était donc Loïc Julienne qui faisait les réunions de chantier tous les 15 jours. Les réunions de chantier étaient ouvertes au public, c'est-à-dire qu'elles se terminaient, vous voyez, souvent comme ça, là, c'est-à-dire que à la fin de la matinée, eh ben, on buvait l'apéro, on mangeait ensemble, donc les artisans, les habitants de la commune qui étaient venus voir par curiosité, les futurs habitants qui souvent, il y en a qui étaient là déjà, et donc voilà, et ça, il y avait un côté vraiment de chaleur humaine là-dedans qui était vraiment extraordinaire, et je crois que c'est aussi beaucoup dû à Loïc, sa façon de gérer un chantier, d'associer les artisans, de dire par exemple les artisans souvent ils en savent plus que nous les architectes, donc il faut qu'on les écoute et non pas être là à dire tu fais ça, voilà, un rapport très différent. Et ce qui fait que, donc justement, pour répondre à cette question, sur les entreprises, toutes les entreprises se sont investies dans ce chantier bien au-delà du marché public qu'elles avaient signé avec la commune. Et ça a été vraiment une aventure humaine extraordinaire. Donc, Cénomane, c'était la seule entreprise qui n'était pas locale, puisqu'elle venait du Mans. Mais quand on a passé l'appel d'offres pour ce chantier, on n'a eu qu'une entreprise qui a répondu, et c'est parce que c'est une entreprise qui avait l'habitude de travailler avec le cabinet Construire et qui aimait bien aussi innover, enfin voilà, parce que c'était quand même assez innovant comme modèle architectural. Alors pour ce qui est de ce que tu évoquais, de l'attribution des logements à ces locataires, c'est vrai que normalement c'est très normé, puisqu'il y a des listes, il y a des priorités pour les représentants de l'État, etc. Et nous, on a complètement dérogé à ça. Heureusement, comme c'était un petit projet, les services de l'État ne sont pas venus mettre leur nez là-dedans, et donc on a pu choisir nos locataires. Et c'est important parce que nous, on ne peut pas se permettre de prendre des gens qui sont justement des cas sociaux, c'est-à-dire qui sont en difficulté socialement, etc. Parce que les faire venir habiter chez nous, c'est les enterrer. Ils sont à une demi-heure du premier médecin, du travail, etc., du marché de l'emploi. Donc nous, c'est important de faire venir des gens qui ont un projet de vie et qui sont conscients qu'ils arrivent dans un coin qui est difficile, qui a un relief difficile, un climat particulier, où il ne suffit pas d'aller taper à la porte de la première entreprise pour avoir un boulot. Donc il faut en fait créer son emploi. Et donc voilà, pour nous, c'est très important de choisir des gens, voilà, encore une fois, qui ont un projet de vie, qui ont un projet de créer leur emploi. Alors que si on se soumettait à cette norme d'attribution de logement, ce serait assez catastrophique. Donc c'est encore un exemple de ce fait que ces normes ne sont pas adaptées à des coins comme chez nous, quoi. Alors, il y avait, oui, cette histoire de vacances aussi, c'était une des craintes de l'office HLM qu'on avait contacté au départ pour nous faire « Ah oui, mais dans un coin comme ça, il y aura de la vacance, donc il y aura, à chaque fois qu'un locataire va partir, il faudra 3 mois avant de trouver un autre. » Et puis en fait, il s'avère que on n'a même pas de vacances du tout, parce qu'avant que quelqu'un parte, ça se sait qu'il va partir, et donc on a déjà 10 candidats qui viennent. Ouais, il y a un tel, il va partir, on pourrait prendre la place. Et donc on arrive maintenant à 14 logements sociaux sur la commune, et en fait on n'a jamais de vacances. Et ça nous permet aussi, il y a un peu de renouvellement, ça nous permet régulièrement d'accueillir des jeunes, et on a actuellement 25 gamins dans notre classe unique de l'école, alors qu'il n'y en a jamais eu autant depuis le 19e siècle.
Et il n'y a jamais d'impayé. On a là un système, on demande à nos locataires d'avoir un garant, donc c'est souvent un parent ou un frangin, etc. Et puis bon, ce sont des loyers logements très sociaux, hein, donc vous voyez, ces maisons-là, c'est moins de 400 € par mois pour à peu près 100 mètres carrés habitables. Et ils ont souvent de l'APL qui les aide à payer une partie, donc on n'a aucun problème de paiement de loyer, sauf de temps en temps des petits retards, mais enfin on n'a pas de problème important. Et ces gens, dans ces logements, bah, ils sont super heureux, parce que c'est des logements qui sont beaux, qui sont chauds, c'est du bois à l'intérieur. Le paysage autour est assez fantastique, hein, on ne le voit pas, mais devant, là, il y a une petite terrasse, un petit balcon, duquel on a une vue splendide. On voit jusqu'au Mont Ventoux, on voit la traînée des gorges de l'Ardèche. Moi je dis, quand on prend son café là le matin, ben, on est forcément de bonne humeur pour toute la journée. Et je me dis, de même qu'il y a un droit au logement, il devrait y avoir un droit à la beauté. Parce que quand même la beauté du cadre où on vit, bah, c'est quand même important. Gardez le micro. Peut-être comment on va vers la fin, comment on est passé de 3 à 6 logements, c'est-à-dire finalement à quel moment on a décidé de poursuivre. Est-ce que c'était selon les mêmes modalités? Non, mais en fait, au départ, on avait prévu 8 maisons. Au départ, c'était le programme de départ. Et bon, finalement, pourquoi est-ce qu'on est redescendu à 6? Je ne sais plus trop. Sans doute une question de volume global, d'emprunt, etc. D'argent, hein, je crois. Et puis peut-être aussi de place sur le terrain. Ça voulait peut-être un peu trop serré. Et en fait, on a fait 2 tranches de 3. Pour des raisons de trésorerie, parce que on a eu pas mal de subventions, mais vous savez, les subventions, on les touche que quand on a payé les factures. Et donc nous, la petite commune de Beaumont, on n'a pas une trésorerie qui nous permet de payer 500 000 € de factures et d'attendre 6 mois le versement des subventions. Donc voilà, il a fallu étaler un peu. Donc le chantier s'étale sur 1 an et demi. Donc déjà, on peut étaler sur 2 budgets. Et puis après, on a attendu 3 ans pour refaire un peu nos réserves et faire la deuxième tranche de 3. Donc voilà, on a 6 maisons. Là, on voit les 3 premières. Et dans la première, la plus basse, il y a 2 logements. Donc en fait, ça fait 7 logements en tout. Et qui sont donc toujours occupés. Il y a aussi une petite cabane de chantier qu'on avait fait et que les habitants de ce lieu ont transformé en un petit bar. Et donc tous les vendredis soirs, ils organisent un concert, etc. Et toute la commune vient là boire des coups et écouter le concert. Il y a aussi toute une partie jardin partagé, c'est-à-dire qu'ils ont des terrasses où ils peuvent faire du jardin potager avec l'eau du trop-plein de la commune. Le principe, c'est qu'ils sont locataires de leur maison, mais pas du terrain. C'est-à-dire que le terrain reste entièrement commun, public, il appartient à la commune évidemment, et il reste commun et ils sont chargés de l'entretenir collectivement. Donc c'est dans la charte qui a été élaborée au départ, chacun doit participer à l'entretien du terrain. Donc il faut de temps en temps débroussailler, ils ramassent les châtaignes qu'ils peuvent vendre, il faut entretenir le terrain, voilà. Et bon, malheureusement, il y a une des maisons où on a loupé un peu dans les candidatures, on a mis des gens qui finalement ne sont pas du tout adaptés à l'esprit, enfin qui nous posent problème. Mais bon, il n'y en a qu'une, on espère qu'ils ne vont pas rester. Mais sinon, voilà, ils s'entendent très bien, ils travaillent ensemble. Et puis, ça, au niveau de l'ensemble de la commune, bah, d'abord, tous les habitants de la commune sont assez fiers de cette réalisation qui a quand même eu un certain écho dans le monde de l'architecture. Et de plus, les jeunes qui sont là se sont beaucoup investis dans la commune. Il y en a 2, par exemple, habitant là, qui sont membres du conseil municipal aujourd'hui. Et puis, plus globalement, dans le coin, ça a donné l'idée aux jeunes que finalement, une petite commune, elle peut arriver à faire des trucs chouettes. Et du coup, on a eu, aux dernières élections municipales, il y a eu dans plusieurs communes autour pas mal de jeunes qui se sont investis dans des conseils municipaux, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas du tout. On ne trouvait pas de jeunes qui voulaient s'investir. Mais finalement, ça a donné. Alors, je voulais dire aussi un autre petit côté plus pragmatique, c'est que
Le fait que les habitants aient été associés à la conception, même si là ça a été que pour finalement un couple, mais enfin les autres, ceux qui sont arrivés, ils savaient quand même ce qui s'était passé avant. Le fait aussi qu'ils aient un peu construit leur maison, puisque c'est eux qui ont mis tout le bardage. Ils ont aussi, certains, monté des cloisons à l'intérieur, des portes. Enfin, il y a toute une partie du boulot qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils ont fini l'isolation du 3e étage, que nous, on livrait pas isolé. Enfin, voilà. Et ça, c'est important pour l'état d'esprit de celui qui y habite. C'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment leur logement, leur maison. Ils investissent d'eux-mêmes. Et du coup, ils le respectent, ce logement. C'est-à-dire qu'ils y font attention, ils l'entretiennent bien, ils le soignent bien. Dès qu'il y a un problème, ils nous le précisent sans attendre que ça se dégrade. Et pour nous, petite commune, c'est très important parce qu'on a 14 logements. Et on n'a pas de personnel pour faire l'entretien de ces logements. Donc on a intérêt à ce que les habitants, les participants, fassent le plus attention possible à leur logement et nous préviennent dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et ça, c'est important et c'est un petit côté aussi positif de cette démarche. Merci, je vais te laisser finir. Je vais juste, parce que comme ça on aura à peu près tenu dans les temps. Donc juste, effectivement, merci beaucoup. En plus même de rappeler le fait que peut-être quand on participe à la construction, on peut mieux se l'approprier et du coup l'entretenir, intégrer tout ça. Et donc en effet, une stratégie plus difficile peut-être à mettre en œuvre au début a des effets à très long terme. Et c'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faut le dire. Et puis, je te pose vraiment la dernière question, et comme ça, je te laisserai la parole pour aller jusqu'au bout. Et puis, si vous voulez ajouter des choses, vous réglez ça entre vous. En effet, pour moi, ce qui est intéressant, c'est le fait que comment et si une expérience, parce que c'est une expérience, ce qui s'est passé à Beaumont, peut devenir une expérimentation, c'est-à-dire si ça peut franchir les seuils et quelque part s'inscrire dans quelque chose qui perdure sans devenir effectivement une méthodologie qu'on applique d'une manière un peu aveugle et qui du coup nie la situation qui se présente à chaque fois. Et donc quelque part voilà, c'est pour avoir un retour aussi par rapport à ces expériences, expérimentations, si tu veux dire un mot. D'abord, juste pour... il y a une chose qu'on n'a pas réussi et que j'avais un peu... mais c'était un peu présomptueux de ma part, parce que j'avais travaillé sur une loi qui était sur l'accession progressive du logement social. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on fait le bilan, le locataire paye le remboursement. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne devienne pas propriétaire de son logement. Alors pas propriétaire au sens petit bourgeois de son truc pour spéculer, mais peut-être pour avoir une appropriation, comme Pascal l'a dit, et dont cette appropriation d'ailleurs pourrait recevoir rémunération au moment du départ. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un pécule qui serait stocké, dont on pourrait dire, quand la personne déménage, ce qui améliorerait d'ailleurs la rotation dans le logement social. Quand je déménage, en fin de compte, je n'ai pas un handicap où je dois remettre mon logement social dans son état d'origine si j'y ai fait les transformations, mais ce que j'ai fait dedans vaut rémunération. Et c'est une sorte d'épargne fléchée, on pourrait dire, qui fait que je repars avec quelque chose. Donc on voulait travailler sur une sorte de société civile immobilière en accession progressive à la propriété, les SCI en APP. Bon, là on a été un peu trop loin, on a très vite, on s'est replié parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas le faire. Mais on a la démonstration qu'on peut donc s'auto-financer. On peut recevoir de l'argent public, le locataire peut recevoir une aide au logement, bien sûr, il reçoit son APL, et avec ça, il paye le remboursement, il se loge, mais il y a un enrichissement. Il y a une valeur qui fait que pour une petite propriété bourgeoise, vous revendez, et pour eux, ils ne l'ont pas, quoi. Donc, Pascal ne le dit pas, mais il y a eu quand même le fait que des gens entretiennent eux-mêmes, on a un autre regard sur son occupant, vous voyez, c'est une forme d'aide à l'entrée dans la vie économique normale. Voilà. Donc là, je pense que là, il y a un truc, il y a une voie importante à faire, et il y a en même temps une dénonciation de la démolition du logement social, qui est un vol social. Car la démolition du logement social aujourd'hui, ça n'appartient pas à une décision de l'ANRU, je ne sais pas quoi, ça appartient à la population qui l'a remboursé et qui devrait être consultée au moment où on démolit son logement.
Alors après, sur expérience et expérimentation, moi je voulais faire l'expérience des échelles. Parce que le 1/36 millième, il est petit, et le petit permet de voir ce que le grand ne voit pas, et il permet peut-être de pouvoir faire ce que le grand ne peut pas faire, mais en effet, il faudrait que ça passe, que disons la communication se fasse entre le micro et le macro. Alors j'ai obtenu donc après cette expérience de l'État, soutenu par Fondation de France et pour la première fois l'État avec le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique, de faire une expérience sur 7 sites, et non pas un seul, 7 sites à 7 échelles différentes. C'est-à-dire que le plus grand étant le département d'Outre-mer et le plus petit étant un village des Alpes d'Haute-Provence. Et entre les deux, vous avez le bourg, la ville, la métropole, la commune de banlieue, et ainsi de suite. Et de mettre à l'épreuve la réglementation, justement, sur les 7 échelles, pour voir pourquoi, à certains moments, la réglementation est même demandée, elle est même exigée, elle est même, voilà, c'est même un outil coercitif, quoi, voilà, et dans d'autres cas, elle n'est même pas applicable. Voilà, et donc, c'est ce que je peine à l'heure actuelle. Et donc, l'idée de la chaire que Antonella, donc, avec Bendish, m'ont aidé à mettre en place dans une école d'architecture, c'est aussi cela. C'est pourquoi ce travail-là ne s'inscrit pas sur le temps long de la recherche dans les écoles d'architecture. Pourquoi, si on regarde ce qui se fait dans les écoles d'architecture, pourquoi c'est pas ça, quoi. Voilà, pourquoi ça entre autres, mais pourquoi c'est pas ça. Et donc c'est pas grand-chose parce que voilà, c'est qu'une chaire, mais c'est énorme le pas qu'on a fait, qui ait eu cette chaire installée à l'école de la Villette et qui fasse qu'on peut maintenant donc avoir une recherche sur le temps long sur ces expériences, expérimentations. Alors il faudrait l'étendre à d'autres, il faudrait l'étendre à d'autres écoles, et donc là, grâce à Antonella d'ailleurs, j'en fais une au CNAM, dans d'autres écoles, avec Cynthia Fleury, qui est architecture et santé. C'est-à-dire, pourquoi on ne parle jamais de la santé, du bien-être, comme le dit Pascal, quand on boit son café à cet endroit-là, on peut dire que quand même on part d'un bon pied, quoi, voilà, pour sa journée. Et donc, pourquoi on n'aborde pas le soin avant la maladie, ou avant, voilà. Et pourquoi l'architecture, d'ailleurs, n'est pas reliée à ça. Alors, bon, bah voilà, moi, ça fait 50 ans que je fais ça, donc je suis fatigué. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même mis en place des petits points comme ça, d'archipel, qui devraient s'auto-alimenter, voire se fédérer, donc se compter. Et je pense qu'il faudrait qu'on va aller vers une période très difficile, mais on est encore dans une nation ou un État qui a encore beaucoup de choses, et donc il faut penser aux autres, parce que dans le monde, on a de la chance, mais pourtant, il y a chez nous des gens en très grande difficulté, et comment on pourrait relier justement, peut-être parce que, mettons, à Mayotte, vous vous rendez compte qu'à Mayotte, je travaille sur un PLU qui est un état des lieux. C'est-à-dire qu'il y a 1000 logements qui ont été autoconstruits dans un village à Mayotte, et la République ne reconnaît pas cette autoconstruction, et donc elle va laisser faire un bidonville, alors qu'il n'y a eu que 5 permis de construire déposés, et la République n'alimentera en eau et en électricité que les 5. Alors qu'on pourrait dire, on fait un plan de sauvegarde historique. La réunion est terminée. Oui, eh ben c'est bon. Voilà. Et donc, on pourrait faire un PLU d'état des lieux. C'est-à-dire qu'on pourrait relever ce que les gens font eux-mêmes et l'intégrer voilà. Alors, on s'arrête. On a eu moins de temps que les autres, quand même. Hein. Et donc, voilà. Comme prévu. Voilà, merci beaucoup. Bah, voilà, merci à Pascal Waldschmidt, à Patrick Bouchin. Et merci encore Benjamin d'avoir organisé ça. Voilà. Et puis, on rend l'antenne. Allez.